Vous sentez cette démangeaison dans les doigts? Cette envie irrépressible de sortir la bêche et de retourner la terre de votre potager? C'est normal, Mars est là. Mais si je vous disais que ce geste, que l'on croit essentiel, pourrait être l'erreur fatale qui va ruiner toute votre saison de jardinage avant même qu'elle ne commence? Dans cette vidéo, nous allons déconstruire les mythes et vous montrer, étape par étape, comment préparer votre sol en mars comme un professionnel. Vous découvrirez non seulement comment éviter les pièges courants, mais aussi le secret pour transformer une terre fatiguée en un paradis fertile qui vous offrira des récoltes abondantes. Restez bien jusqu'à la fin, car la technique que nous allons révéler pour aérer le sol sans le détruire va changer votre vision du jardinage pour toujours. Prêt à créer le meilleur potager de votre vie? Alors, c'est parti. Avant de mettre les mains dans la terre, comprenons pourquoi le mois de mars est si stratégique. C'est un mois de transition, une charnière entre le repos de l'hiver et l'explosion de vie du printemps. Le sol sort lentement de sa dormance, il est encore froid, souvent gorgé d'eau, et sa biologie, c'est-à-dire les milliards de micro-organismes qui le rendent vivant, se réveille à peine. Intervenir à ce moment précis demande de la finesse et de l'observation. C'est maintenant que l'on pose les fondations pour toute l'année. Une bonne préparation en mars, c'est comme préparer une toile impeccable pour un peintre. Cela va déterminer la structure du sol, sa capacité à retenir l'eau et les nutriments, et sa résistance aux maladies. Ignorer ces principes fondamentaux, c'est un peu comme construire une maison sans fondation. Tout peut paraître bien au début, mais les problèmes ne tarderont pas à apparaître. L'objectif n'est donc pas de travailler la terre agressivement, mais de l'accompagner dans son réveil pour en faire votre meilleur allié. La toute première étape, et peut-être la plus importante, est l'observation. La plus grande erreur du jardinier impatient est de se précipiter sur une terre qui n'est pas prête. Un sol travaillé alors qu'il est trop humide va se compacter. Les particules de terre vont se coller les unes aux autres, formant une semelle dure et imperméable, presque comme du béton. Cela empêche l'air et l'eau de circuler, et les racines de vos futurs légumes auront toutes les peines du monde à se développer. Comment savoir si c'est le bon moment? C'est très simple. Prenez une poignée de terre dans votre main et serrez le poing. Si de l'eau s'écoule, c'est beaucoup trop tôt. Si la terre forme une boule compacte et brillante qui ne se défait pas lorsque vous la touchez du doigt, attendez encore quelques jours. Le moment idéal est lorsque la terre s'agglomère légèrement sous la pression, mais s'effrite facilement. On dit qu'elle est ressuyée. Respecter ce timing est un gage de réussite qui protège la structure de votre sol pour des années. Soyez patient, le jardin vous le rendra au centuple. Maintenant, parlons du grand mythe du jardinage, le bêchage profond. Pendant des générations, on nous a appris qu'il fallait retourner la terre sur une hauteur de bêche pour l'aérer. Or, les connaissances modernes en agronomie et en permaculture nous montrent que c'est souvent contre-productif. Imaginez votre sol comme un immeuble de plusieurs étages. Chaque étage abrite des habitants différents, des micro-organismes qui ont des besoins spécifiques. Les bactéries qui décomposent la matière organique vivent en surface, là où il y a de l'oxygène. Plus bas, on trouve des champignons et d'autres organismes qui vivent avec moins d'air. En retournant la terre, vous envoyez les habitants du rez-de-chaussée à la cave sans oxygène, où ils meurent, et vous remontez ceux de la cave à la lumière, où ils sont détruits. Vous déstructurez complètement cet écosystème fragile. De plus, le bêchage remonte à la surface des milliers de graines de mauvaises herbes qui étaient endormies, leur offrant des conditions idéales pour germer. Vous pensez vous débarrasser des herbes, mais en réalité, vous préparez leur invasion. Nous verrons plus tard des alternatives bien plus efficaces et respectueuses de la vie du sol. Avant toute intervention sur le sol lui-même, un bon nettoyage de la parcelle s'impose. Cette étape n'est pas seulement esthétique, elle est sanitaire. Retirez délicatement les feuilles mortes, les branches cassées par le vent d'hiver et les restes de culture de l'année précédente
si ce n'est pas déjà fait. Pourquoi est-ce si important? Car ces débris peuvent abriter des œufs de parasites ou des spores de maladies fongiques, comme le mildiou ou l'oïdium, qui n'attendent que le redoux pour se propager à vos nouvelles plantations. Portez une attention particulière aux fruits momifiés restés sur les branches des arbres fruitiers à proximité ou tombés au sol. Ils sont de véritables nids à problèmes. Que faire de ces déchets? S'ils proviennent de plantes saines, ils peuvent aller sans problème sur le tas de compost. Cependant, si vous avez le moindre doute sur la présence de maladies, il est plus prudent de les évacuer en déchetterie ou de les brûler si la réglementation locale le permet. Ce grand ménage de printemps permet de partir sur des bases saines et de limiter considérablement les traitements futurs. Une fois la surface propre, il est temps de s'occuper des premières habitantes du potager, les mauvaises herbes ou adventices. En mars, les plus tenaces, les vivaces, commencent déjà à pointer le bout de leur nez. C'est le moment idéal pour intervenir, car le sol est encore meuble et leurs systèmes racinaires ne sont pas encore pleinement développés. Il est beaucoup plus facile d'extraire une racine pivotante de liseron ou de chardon maintenant qu'en plein été. L'outil idéal pour cette tâche est la gouge à asperges ou un simple couteau de jardinier solide. L'objectif est de retirer la totalité de la racine. Si vous vous contentez de couper la partie aérienne, la plante puisera dans ses réserves pour repousser de plus belle et souvent de manière plus vigoureuse. Pour les herbes annuelles qui forment déjà un tapis, un simple passage de sarcloir ou de binette en surface suffira à les déraciner. Laissez-les sécher sur place un jour ou deux. Elles formeront un paillage léger qui nourrira le sol. Ce premier désherbage précoce vous fera gagner un temps précieux pour le reste de la saison. Abordons maintenant une notion clé, la structure du sol. Un sol en bonne santé n'est pas une poudre inerte, c'est un agrégat. Il est composé de particules minérales, sable, limon, argile, et de matières organiques qui sont liées entre elles par l'activité biologique, notamment les sécrétions des vers de terre et des micro-organismes. Cela crée des petits grumeaux de tailles différentes, avec des espaces vides entre eux. Ces espaces, ou pores, sont essentiels. Ils permettent à l'air de circuler pour que les racines et les microbes puissent respirer. Ils permettent aussi à l'eau de s'infiltrer en profondeur lors des pluies et d'être stockée comme dans une éponge pour être restituée aux plantes pendant les périodes sèches. Un sol avec une bonne structure est donc aéré, drainant mais capable de retenir l'eau. Il est friable et facile à travailler. À l'inverse, un sol compacté, sans structure, devient dur comme de la pierre quand il est sec et se transforme en boue collante quand il pleut. Notre objectif en mars n'est pas de créer cette structure artificiellement, mais de favoriser les conditions pour que la vie du sol la construise et l'entretienne elle-même. Pour bien travailler, il faut connaître son matériau. Il est donc fondamental de savoir quel type de terre vous avez dans votre jardin. Pas besoin d'un laboratoire, un test simple et rapide suffit. Prenez une petite quantité de terre humide, mais pas détrempée, dans la paume de votre main. Essayez de la rouler pour former un boudin d'environ 3 mm de diamètre. Si vous n'y arrivez pas et que la terre s'effrite, elle est à dominante sableuse. Elle est légère, se réchauffe vite, mais retient mal l'eau et les nutriments. Si vous parvenez à faire un boudin, mais qu'il se casse facilement, votre terre est limoneuse. C'est une très bonne terre de jardin, assez équilibrée. Enfin, si vous pouvez non seulement former un boudin fin, mais aussi le courber pour former un anneau sans qu'il ne se casse, votre terre est argileuse. Elle est lourde, longue à se réchauffer, mais très riche et retient très bien l'eau. La plupart des sols sont un mélange de ces trois textures. Connaître votre dominante vous permettra d'adapter vos actions. Une terre sableuse aura besoin de beaucoup de compost pour améliorer sa rétention d'eau, tandis qu'une terre argileuse bénéficiera d'apports qui l'allègent et améliorent son drainage.
Un autre paramètre invisible mais crucial est le potentiel hydrogène, plus connu sous le nom de pH. Il mesure l'acidité ou l'alcalinité de votre sol sur une échelle de 0 à 14. Un pH de 7 est neutre. En dessous, le sol est acide. Au-dessus, il est basique ou alcalin. Pourquoi est-ce si important? Parce que le pH influence directement la capacité des plantes à absorber les nutriments présents dans le sol. Même si votre sol est très riche, un pH inadapté peut bloquer l'assimilation de certains éléments essentiels, provoquant des carences chez vos légumes. La plupart des plantes potagères préfèrent un sol légèrement acide à neutre, avec un pH compris entre 6 et 7. Vous pouvez vous procurer des kits d'analyse de pH très simples et peu coûteux en jardinerie. Si votre sol est trop acide, un apport de chaux ou de cendre de bois, avec modération, permettra de le corriger. S'il est trop calcaire, donc alcalin, des apports de matière organique acide comme les aiguilles de pin, la tourbe ou le soufre aideront à le rééquilibrer sur le long terme. Connaître son pH, c'est donner à ces plantes la clé d'accès au garde-manger du sol. S'il y a un seul ingrédient magique pour tous les types de sols, c'est la matière organique. Elle est le cœur battant de la fertilité. La matière organique, c'est tout ce qui provient du vivant. Débris végétaux, fumier, compost, etc. En se décomposant sous l'action des micro-organismes, elle se transforme en humus, cette substance noire, riche et odorante qui sent bon la forêt. L'humus agit comme une véritable colle biologique. Il aide à lier les particules de sable dans les sols légers, améliorant leur rétention d'eau. Dans les sols lourds et argileux, il s'insère entre les feuillets d'argile, les écarte et améliore le drainage et l'aération. C'est un véritable régulateur de structure. Mais ce n'est pas tout. L'humus est aussi un garde-manger exceptionnel. Il stocke les nutriments et les relâche lentement, en fonction des besoins des plantes, évitant ainsi le gaspillage par lessivage. Il nourrit l'immense population de vers de terre, de bactéries et de champignons qui travaillent gratuitement pour vous. En mars, l'un de vos objectifs principaux est donc de recharger les batteries de votre sol en lui apportant une bonne dose de matière organique. La meilleure forme de matière organique à apporter en mars est sans conteste le compost. On l'appelle l'or noir du jardinier, et ce n'est pas pour rien. Un bon compost est un amendement complet et équilibré. Il apporte non seulement des nutriments, mais aussi une myriade de micro-organismes bénéfiques qui vont ensemencer votre sol et booster son activité biologique. Mais attention, il est crucial d'utiliser un compost mûr. Un compost jeune, encore en pleine décomposition, peut provoquer une fin d'azote. Les bactéries qui le décomposent consomment l'azote du sol au détriment de vos plantes. Comment reconnaître un compost mûr? Il doit avoir une couleur brun foncé, une texture fine et friable, et surtout, une agréable odeur de sous-bois. S'il sent mauvais, qu'il est compact et que vous reconnaissez encore beaucoup de déchets d'origine, il n'est pas prêt. L'idéal est d'utiliser votre propre compost maison. Si vous devez en acheter, privilégiez les composts de déchets verts qui portent la norme FU 44051, un gage de qualité et de maturité. Une fois que vous avez votre précieux compost mûr, comment et quand l'appliquer? L'idéal est de l'épandre en surface, sur les 10 à 15 premiers centimètres du sol. Une couche de 2 à 5 cm est généralement suffisante, ce qui correspond à environ 20 à 50 litres par mètre carré, ou 2 à 3 bonnes brouettes pour 100 mètres carrés. Nul besoin de l'enfouir profondément en le labourant. En le laissant en surface, vous imitez ce qui se passe dans la nature, où les feuilles mortes se décomposent à la surface du sol de la forêt. Les vers de terre et les autres organismes du sol se chargeront de l'incorporer progressivement en profondeur pour vous. C'est un travail qu'ils font bien mieux que n'importe quel outil.
Un simple griffage léger avec une griffe ou un croc de jardinier suffit à l'intégrer sur les premiers centimètres. Cette opération doit être faite sur un sol ressuyé, quelques semaines avant vos premières plantations. Cela laissera le temps à la vie du sol de digérer cet apport et de rendre les nutriments disponibles pour les jeunes racines. Outre le compost, le fumier est un autre amendement de choix, particulièrement apprécié pour sa richesse en azote. Cependant, il faut être encore plus vigilant qu'avec le compost. N'utilisez jamais de fumier frais au printemps. Il est beaucoup trop puissant et risquerait de brûler les racines de vos jeunes plants. De plus, il peut contenir des agents pathogènes ou des graines de mauvaises herbes. Le fumier doit être bien décomposé, c'est-à-dire qu'il doit avoir composté pendant au moins 6 mois à 1 an. Un bon fumier mûr ressemble à du terreau. Il est noir, friable et ne sent plus l'ammoniac mais l'humus. Les fumiers de cheval, de bovin ou de mouton sont excellents. Le fumier de volaille, très riche en azote, doit être utilisé avec encore plus de parcimonie. L'application se fait de la même manière que pour le compost. Un épandage en surface, suivi d'un léger griffage. Si vous n'avez accès qu'à du fumier frais, il est préférable de l'épandre à l'automne, pour qu'il ait tout l'hiver pour se décomposer et s'intégrer au sol. Peut-être aviez-vous semé des engrais verts à l'automne, comme la facélie, la moutarde ou le seigle. Si c'est le cas, bravo, vous avez déjà une longueur d'avance. Ces plantes ont protégé votre sol de l'érosion hivernale, ont limité le développement des mauvaises herbes et ont stocké des nutriments. En mars, avant qu'ils ne montent en graines, il est temps de les faucher ou de les broyer. Vous pouvez le faire avec une tondeuse en position haute, une débroussailleuse ou une simple faucille. Laissez ensuite les résidus végétaux en surface pendant 1 à 2 semaines. Ils vont former un paillis qui va se prédécomposer. Ensuite, 2 options s'offrent à vous. La méthode la plus simple est d'incorporer très superficiellement ces résidus avec une griffe ou un croc. Ils finiront leur décomposition dans les premiers centimètres du sol, libérant leurs précieux nutriments. L'autre option, issue de la permaculture, est de simplement les laisser en surface comme paillage et de planter directement à travers. Cette méthode préserve au maximum la structure du sol. Dans tous les cas, attendez au moins 2 à 3 semaines après l'incorporation avant de semer ou planter pour éviter que la décomposition ne perturbe la germination. Nous avons critiqué le bêchage, mais alors comment aérer le sol, surtout s'il est lourd et compacté par l'hiver? La réponse se trouve dans des outils merveilleux qui travaillent en profondeur sans retourner les couches du sol. L'outil roi pour cette tâche est la grelinette, aussi appelée biofourche ou aérofourche. Il s'agit d'une fourche large à plusieurs dents, munie de 2 longs manches. Son utilisation est simple et ergonomique. On enfonce les dents verticalement dans le sol, puis on tire les manches vers soi en reculant. Ce mouvement de levier soulève et fissure la terre en profondeur, créant des galeries pour l'air et l'eau. Mais contrairement à la bêche, elle ne retourne pas le sol. Les différentes couches et leurs habitants restent à leur place. C'est une décompaction douce et respectueuse. Le passage de la grelinette facilite grandement la pénétration des racines, stimule l'activité biologique en apportant de l'oxygène et améliore le drainage. C'est un investissement qui soulage votre dos et qui fait le plus grand bien à votre jardin. Un passage au début du printemps suffit généralement pour toute la saison. Quels sont les bénéfices concrets de cette aération douce? Ils sont multiples et fondamentaux pour la santé de votre potager. Premièrement, en créant des micro-fissures dans le sol, vous améliorez considérablement la circulation de l'air. L'oxygène est vital non seulement pour la respiration des racines de vos plantes, mais aussi pour toute la vie aérobie du sol, ces fameux micro-organismes qui décomposent la matière organique et rendent les nutriments assimilables. Deuxièmement, vous améliorez le drainage. L'eau de pluie pourra s'infiltrer plus facilement en profondeur, évitant ainsi
la stagnation en surface qui peut provoquer l'asphyxie des racines et le développement de maladies. Troisièmement, un sol décompacté offre moins de résistance physique aux jeunes racines. Elles pourront explorer un plus grand volume de terre, ce qui leur donnera accès à plus d'eau et de nutriments. Vos plantes seront donc plus vigoureuses, plus résistantes à la sécheresse et aux maladies. En somme, en utilisant la grelinette, vous ne faites pas que préparer le sol. Vous le revitalisez et vous créez un environnement optimal pour une croissance saine et explosive de vos cultures. Après le passage de la grelinette, le sol est aéré en profondeur, mais la surface peut être encore un peu grossière, avec de grosses mottes de terre. Il faut maintenant affiner cette couche superficielle pour créer ce qu'on appelle le lit de semences. C'est particulièrement important pour les petites graines comme celles des carottes, des radis ou de la laitue, qui ont besoin d'un contact intime avec une terre fine pour bien germer. Pour cette étape, l'outil de prédilection est le croc, ou la griffe de jardin. Passez l'outil énergiquement en surface pour briser les mottes les plus importantes. N'essayez pas de réduire la terre en poussière, ce qui serait néfaste pour sa structure. L'objectif est d'obtenir des agrégats de la taille d'une noisette ou d'un petit pois. Cette texture granuleuse est idéale car elle permet à la fois un bon contact graine-terre et une bonne circulation de l'air et de l'eau. Travaillez en reculant pour ne pas tasser la zone que vous venez de préparer. C'est un travail qui demande un peu d'énergie, mais le résultat est une surface parfaitement préparée, prête à accueillir vos futurs semis dans les meilleures conditions possibles. Même avec un bon compost, un petit coup de pouce peut être nécessaire pour bien démarrer la saison. C'est là qu'interviennent les engrais de fond. Attention, on ne parle pas ici des engrais chimiques coup de fouet, mais d'engrais organiques à libération lente qui vont nourrir le sol sur le long terme. En mars, on peut incorporer des engrais riches en phosphore, qui favorisent le développement des racines, et en potassium, qui renforcent la résistance des plantes. Des options excellentes incluent la poudre d'os marine ou la corne broyée, qui sont de très bonnes sources de phosphore et d'azote à libération lente. Pour le potassium, la consoude, sous forme de granulés ou issus de votre jardin, ou les farines de roche, comme le basalte, sont idéales. Ces engrais s'épandent en petites quantités, en suivant les dosages indiqués sur les emballages, et s'intègrent superficiellement au sol lors du griffage final. Cet apport initial va donner à vos jeunes plants toute l'énergie nécessaire pour bien s'implanter et démarrer leur croissance de manière vigoureuse, avant que la minéralisation de la matière organique ne prenne le relais pour le reste de la saison. Au-delà des 3 nutriments principaux que sont l'azote, le phosphore et le potassium, les plantes ont besoin d'une multitude d'oligo-éléments en petites quantités, fer, manganèse, bore, zinc, etc. Ils sont un peu comme les vitamines et les minéraux pour notre corps. Une carence en un seul de ces éléments peut limiter la croissance et la santé de la plante. Pour s'assurer que votre sol dispose de toute cette palette minérale, des amendements simples et naturels existent. La cendre de bois, issue de bois non traité, est une source fantastique de potassium, de calcium et de nombreux oligo-éléments. Cependant, elle est très alcaline. Il faut donc l'utiliser avec parcimonie, 1 ou 2 poignées par mètre carré et par an maximum, et l'éviter sur les sols déjà calcaires. Une autre solution formidable est la poudre de roche volcanique, comme le basalte. C'est un cocktail complet de minéraux et d'oligo-éléments qui se libèrent très lentement dans le sol, améliorant sa fertilité sur le très long terme. Ces poudres de roche nourrissent aussi les micro-organismes qui aident à leur tour à rendre ces minéraux disponibles pour les plantes. C'est un investissement durable pour la richesse de votre terre. Toutes les cultures n'ont pas les mêmes exigences. Il est donc judicieux de préparer vos parcelles de manière différenciée. Certaines cultures bières précoces, que l'on sème ou plante dès la fin mars ou le début avril, apprécieront une attention particulière. C'est le cas des pois, des fèves, des radis, des épinards ou de certaines laitues.
Pour ces cultures, il est important d'avoir un lit de semences particulièrement fin et bien nivelé. Après le travail d'aération générale, vous pouvez repasser un coup de râteau sur ces zones spécifiques pour affiner encore la terre en surface. C'est aussi le bon moment pour préparer les trous de plantation pour les pommes de terre. En revanche, les parcelles destinées au catch à accueillir les cultures d'été gourmandes, comme les tomates, les courgettes ou les aubergines, peuvent recevoir un apport de compost un peu plus généreux. Vous pouvez même creuser les futurs trous de plantation et y incorporer directement une bonne pelletée de compost mûr. Cette préparation ciblée permet d'optimiser vos ressources et de donner à chaque légume exactement ce dont il a besoin pour bien démarrer. En mars, le principal facteur limitant est souvent la température du sol. Même si l'air se réchauffe en journée, la terre met beaucoup plus de temps à perdre sa froideur hivernale. Un sol froid ralentit considérablement la germination des graines et la croissance des jeunes plants. Pour gagner quelques semaines précieuses, il existe une astuce très efficace: réchauffer artificiellement le sol. La méthode la plus simple consiste à couvrir les parcelles préparées avec des bâches en plastique noir ou des voiles de forçage. Le noir absorbe la chaleur du soleil et la transmet au sol, tandis que le voile crée un effet de serre. Posez la bâche directement sur le sol bien nivelé, en la tendant et en la fixant sur les bords avec des pierres ou de la terre. Laissez-la en place pendant 1 à 3 semaines avant de semer ou de planter. Vous serez surpris de voir la différence de température. Cette technique a un double avantage. Non seulement elle réchauffe le sol, mais elle favorise aussi la germination des graines de mauvaises herbes. Il vous suffira alors de passer un dernier coup de sarcloir juste avant vos semis pour éliminer cette première levée d'adventice, vous donnant une belle longueur d'avance. Nous arrivons à la toute dernière touche, la finition qui va parfaire votre travail. Une fois que votre sol est amendé, aéré et affiné, il ne reste plus qu'à le niveler. Cette étape est importante pour assurer une bonne répartition de l'eau d'arrosage et éviter la formation de flaques. Utilisez le dos d'un râteau pour égaliser la surface de vos planches de culture. Essayez de créer une surface plane ou très légèrement bombée au centre, ce qui favorisera un bon écoulement de l'eau en excès. Pendant cette opération, profitez-en pour retirer les derniers cailloux ou débris de racines qui pourraient gêner le développement de vos futurs légumes, notamment les légumes racines comme les carottes. Une fois cette étape terminée, votre sol est prêt. Il est vivant, respirant, riche et accueillant. Laissez-le maintenant se reposer quelques jours avant d'y confier vos précieuses graines et vos jeunes plants. Ce temps de repos permet à l'écosystème que vous venez de stimuler de trouver son équilibre. Vous avez accompli la tâche la plus fondamentale du jardinier et posé les bases d'une saison pleine de promesses et de saveurs. Voilà, le travail est fait. Mais le plus grand changement, finalement, n'est pas dans la terre, mais dans notre approche. Nous avons vu que préparer son sol en mars, ce n'est pas une bataille contre la nature, mais une collaboration. L'erreur fatale, celle que commettent tant de jardiniers pleins de bonne volonté, c'est de traiter la terre comme un simple support inerte qu'il faut retourner et gaver d'engrais. Le véritable secret, le « voilà le tournant », c'est de comprendre que le sol est un organisme vivant, un écosystème complexe et fragile. Notre rôle n'est pas de le dominer, mais de le nourrir, de l'aérer en douceur, et de créer les conditions pour que la vie qui s'y trouve puisse prospérer et travailler pour nous. En abandonnant la bêche pour la grelinette, en privilégiant le compost à l'engrais chimique, vous devenez un jardinier berger, un gardien de la fertilité. C'est ce changement de perspective qui fait toute la différence entre un potager qui survit et un jardin qui explose de vie et d'abondance. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a été utile, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochains conseils. Et maintenant, j'ai une question pour vous. Quelle est la plus grande difficulté que vous rencontrez lorsque vous préparez votre sol au printemps ?
Partagez votre expérience dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire et d'échanger avec vous. À très bientôt au jardin.